Nous parlions de ton appel de la semaine dernière, mais nous n'avons pas pu continuer parce que tu m'as envoyé un email disant que tu gérais les problèmes auxquels tu fais face en Europe. Merci de nous dire ce qu'il en est de l'affaire des sanctions et quelle communication il y a entre vous, s'il y en a une. C'est très intéressant parce que That's very interesting because, in fact, I received a call on En fait, Friday, j'ai reçu un appel le vendredi 12, donc il y a plus de 10 jours, m'informant que Radio Free Europe avait annoncé dans un article que mon nom allait figurer sur une liste de sanctions dans le cadre des sanctions contre la Russie et que j'étais accusé d'être un propagandiste russe et des choses de ce genre. J'ai immédiatement appelé mon ambassade. C'était comme je l'ai dit, le vendredi 12 décembre. Ils n'avaient pas le temps de me parler, alors j'ai dit d'accord et j'ai tout expliqué, toute l'affaire. Mais apparemment, ils n'avaient toujours pas de temps pour moi. Le 15, l'UEBR a publié la liste des sanctions qui sert en fait de notification officielle. C'est donc devenu officiel que je figurais sur la liste des sanctions. Et voilà. And this is it. In fact, I never got any. En réalité, je n'ai jamais reçu le moindre avertissement à ce sujet. On ne m'a jamais posé la moindre question sur mes activités. Je n'ai eu aucune possibilité de me défendre, aucune possibilité de contester l'accusation portée contre moi. J'ai été accusé et sanctionné sans aucune chance de me défendre devant un tribunal, quel qu'il soit. D'ailleurs, les sanctions ne sont pas des sanctions judiciaires, ce sont des sanctions politiques. Elles sont décidées par le Conseil européen, qui est un organe politique, non judiciaire. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de tribunal. Le gouvernement de l'UE Bauer, si l'on peut l'appeler ainsi, décide que vous êtes coupable, mais il n'existe aucun moyen pour vous de faire valoir que vous ne l'êtes pas. There's no way you can express the fact that you are not. You get the sanction, then you can probably. Vous recevez la sanction, et ensuite vous pouvez probablement essayer d'expliquer votre cas. C'est ce que je vais faire, avec des avocats et tout ça, pour expliquer ma situation et faire tout mon possible pour que la sanction soit retirée ou levée. Mais la sanction est tombée sans aucune différence, je veux dire, encore une fois, sans aucune discussion contradictoire ou quoi que ce soit. Donc jusqu'à hier, en fait. Parce qu'hier, pour la première fois, une semaine après la décision de l'UEMM, mon gouvernement m'a appelé. Ils m'ont dit, ils m'ont donné le site web des sanctions, ce qui est très aimable. Et ils m'ont dit, OK, nous sommes en contact. C'est tout. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas s'ils veulent discuter de mon cas avec l'Union européenne. Je ne sais rien. Je n'ai reçu aucun avertissement préalable, aucune notification. En fait, j'étais censé lire ce qui se trouve sur le site web de l'UECWR. Sinon, je n'aurais absolument eu aucune information, ni aucun avertissement concernant ma sanction. Je n'ai reçu aucune information, comme je l'ai dit, ni de l'UEMR, ni des autorités belges, puisque je réside en Belgique, et aucune information non plus du gouvernement suisse, même si apparemment le gouvernement suisse en avait eu connaissance au préalable. Ce qui signifie, bien sûr, apparemment, encore une fois, je dis bien apparemment, il faut être très prudent avec cela, mais apparemment, mon nom a été ajouté à la liste des sanctions par la France. Apparently, my name was brought on the sanction list by France. And it seems that France got. Il semble que la France ait pris contact avec les autorités suisses pour les informer qu'elle allait inscrire un citoyen suisse sur la liste des sanctions. Mais la Suisse ne m'a pas informé. Cela s'est probablement produit déjà à la fin du mois de novembre. Et personne n'a jugé nécessaire de m'en parler, ni même de poser la moindre question. Donc, jusqu'à hier. Hier, c'était la première fois que j'avais un quelconque contact officiel ou un contact avec un représentant officiel. C'est tout. Sinon, si j'avais pas Internet, je ne saurais même pas que j'étais sanctionné. If I had no internet, I would not even know that I were sanctioned.
La conséquence de cela, c'est que tous mes avoirs financiers en Belgique sont gelés. Cela signifie que je ne peux rien acheter, pas même de la nourriture. Je ne peux même pas acheter un morceau de pain, par exemple. C'est aussi simple que cela. Tout est gelé. Et je suis interdit de voyager dans l'UEMR, ce qui veut dire que je n'ai même pas le droit de retourner en Suisse, mon propre pays. La Suisse n'a pas adopté ce paquet de sanctions, donc en Suisse, mes avoirs, mes comptes bancaires, etc., ne sont pas gelés. Je me retrouve donc dans cette situation étrange. Je reste en Belgique, où j'ai ma maison et tout le reste, mais je ne peux rien acheter. Autrement dit, je ne peux pas vivre. Je pourrais aller en Suisse pour récupérer de l'argent, mais je ne pourrais pas revenir à mon lieu de résidence. C'est donc une sorte de situation en cascade. Et apparemment, la conséquence de cela, de cette situation dans son ensemble, est que cela a déclenché l'indignation à travers l'Europe. Parce que maintenant, tout le monde me connaît. Je veux dire, je suis déjà passé plusieurs fois dans votre émission et dans d'autres. Tout le monde sait que je suis loin d'être un propagandiste. J'ai même toujours refusé d'aller sur les médias russes, les médias officiels russes, précisément parce que je ne voulais pas que mon travail soit perçu comme de la propagande. Et dans mes livres, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, et ceux qui possèdent mes livres peuvent le confirmer, j'utilise des sources occidentales et ukrainiennes afin d'éviter d'être accusé de diffuser la propagande russe. Et ce n'est pas que je pense que les Russes ne disent pas la vérité. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est que dans l'état d'esprit actuel, l'humeur que nous avons en Europe, tout ce qui vient de Russie est automatiquement perçu comme faux. Par conséquent, même s'ils disent la vérité, cela discréditerait votre travail. Donc j'essaye d'être aussi objectif que possible, car je n'ai aucun lien avec la Russie. Vous savez, je n'y vis pas, je n'y travaille pas, je n'ai pas de petit ami là-bas, je n'ai pas de famille là-bas. Je n'ai jamais été payé par la Russie pour quoi que ce soit. J'essaye donc d'être absolument objectif. C'est la même chose avec l'Ukraine d'ailleurs. L'idée, comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises sur plusieurs sites web, est que la manière dont on analyse, étudie ou évalue une crise détermine la façon dont on peut la résoudre. Par conséquent, il faut être aussi objectif que possible. Je recommande à tout le monde de visiter le blog de Larry Johnson, Sonar 21, où il a publié un article à mon sujet. L'auteur a dit qu'il est difficile de trouver quelqu'un de plus objectif que moi. Le but de tout cela, bien sûr, est de faciliter les pourparlers de paix, car si l'on est déjà biaisé lorsqu'on essaie de s'adresser aux deux parties, personne ne vous écoutera. Et donc, il faut être aussi objectif que possible. Alors, tout le monde le sait, parce que beaucoup de gens ont lu mes livres, et je suis apparu sur plusieurs blogs et émissions et tout ça. Et donc, les gens me connaissent. Je passe dans de nombreuses émissions en Italie. Malheureusement pour moi, je parle italien. Et je parle allemand, donc je suis intervenu dans diverses émissions en allemand, en italien bien sûr, et en français. Beaucoup de gens me connaissent et ils savent tous que j'essaie d'être aussi objectif et honnête que possible dans l'analyse du conflit. Et cela a suscité beaucoup de réactions. Maintenant, il y a même eu, je veux dire, au Parlement allemand, une question posée au gouvernement allemand spécifiquement à mon sujet. C'est très intéressant, car il y a plusieurs personnes sur la même liste de sanctions. Apparemment, parmi toutes les personnes figurant sur la liste, seul mon cas a attiré l'attention, car les gens savent que je suis objectif. Et il y a quelques minutes à peine, j'ai reçu un courriel d'un parlementaire européen qui m'a dit qu'il se battrait pour cette cause. Il m'a dit, si vous êtes accusé et sanctionné pour quelque chose, cela signifie que n'importe quel citoyen de l'UEMR
pourrait se retrouver dans la même situation. C'est pourquoi cette affaire est très grave. Bien sûr, je suis le premier visé et directement concerné. Mais au-delà de cela, cela montre le caractère arbitraire des décisions que peut prendre le gouvernement européen. Et cela aborde bien sûr certaines questions spécifiques et fonctionnelles, car vous savez, je suis un expert des Nations Unies en matière d'état de droit. Et dans l'état de droit, fondamentalement, enfin de manière très simplifiée, l'idée est de faire une distinction entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de l'État. Essentiellement, tout État démocratique repose sur ces trois piliers. Et chacun de ces trois piliers contrôle ou contrebalance les autres. Il existe des important contrôles circulaires qui garantissent les métiers. Ne me portez ici pour cette idée précise, comme nous l'avons dit. Or, dans l'Union européenne, et c'est là que réside l'étrangeté, la distinction à laquelle je suis soumis n'est pas établie par le pouvoir judiciaire. Elle est faite par le pouvoir exécutif. Et les sanctions elles-mêmes sont élaborées par l'exécutif, ce qui signifie que l'exécutif s'arroge le rôle à la fois du législatif et du judiciaire. En résumé, l'exécutif concentre en lui seul les trois pouvoirs. Et c'est précisément la définition d'une dictature, lorsque les trois pouvoirs sont concentrés en un seul lieu. C'est pourquoi cette affaire, à plusieurs niveaux, est extrêmement préoccupante, car elle montre comment l'Union européenne peut prendre des décisions, appliquer des sanctions à des individus au sein de l'UEMR, sans aucun fondement judiciaire ou juridique. C'est une décision purement politique. Point final. Et cela soulève bien sûr beaucoup de questions. Car comme je l'ai constaté, il n'existe aucune loi, que ce soit dans l'Union européenne, en Belgique où je vis, en Suisse ou ailleurs en Europe, qui interdise la propagande. Même si j'étais un propagandiste, ce que j'ai tout fait pour éviter d'être, comme je l'ai expliqué, il n'existe toujours aucune loi qui la prohibe. On m'accuse aussi d'apparaître sur des sites ou des vidéos, ou peu importe, des émissions, pour mieux dire, pro-russes. Mais qu'est-ce qu'une émission pro-russe? Votre émission est-elle pro-russe? Vous voyez, encore une fois, cette qualification n'est même pas définie. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que John Mearsheimer ou d'autres sont pro-russes? Vous savez, il s'agit simplement de travaux universitaires. Point final. Je suis un analyste, rien de plus. En tout cas, nous avons un concept qui n'est pas défini et qui n'est pas interdit par la loi. Même s'il était défini, il ne serait toujours pas interdit par la loi. Et en plus de cela, on m'accuse de mettre en œuvre des stratégies de désinformation attribuées à la Russie. Mais ils ne savent même pas si cette désinformation peut réellement être attribuée à la Russie. Quand on met tout cela ensemble, on commence à se demander où est le bon sens là-dedans. Je veux dire, en mettant de côté la légalité et tout ce genre de choses, et la justice, tout simplement. Nous avons donc ici une accusation extrêmement fragile, vague et non étayée, voire fausse à mon avis. Et désolé, j'ai reçu des appels du monde entier, avec des conséquences personnelles. C'est très intéressant, car ces sanctions étaient probablement conçues pour des personnes vivant en dehors de l'URLBOR. C'est pourquoi, bien sûr, si vous avez un oligarque quelque part en Russie, ou un milliardaire ailleurs dans le monde, et qu'il est sanctionné et que ses avoirs sont gelés en Europe, d'accord, c'est sans doute un problème pour lui, mais il peut continuer à vivre. Sur la même liste, il y a un officier français que je connais, d'ailleurs, Xavier Moreau, qui vit en Russie. Donc ses avoirs en Europe sont également gelés, mais il vit à Moscou. Donc, il peut vivre normalement, en gros.
Il aura probablement quelques problèmes s'il veut retourner en France. Mais comme il vit là-bas avec sa famille à Moscou, cela ne change rien. Le problème, c'est que ma situation est différente, car je vis dans l'UEMOA, avec des sanctions conçues pour des personnes vivant en dehors de l'UEMOA. Ce qui signifie que, comme je l'ai expliqué, le résultat est que je n'ai même pas le droit d'acheter de la nourriture, tout simplement. Il peut y avoir des exemptions ou des choses de ce genre, mais je dois en faire la demande. En gros, je dois demander le droit d'acheter de la nourriture. Nous sommes dans une situation très... Enfin, je veux dire, c'est intéressant parce que la semaine dernière, j'ai été interviewé par un journaliste allemand. Et soit dit en passant, ce type a grandi en Allemagne de l'Est, dans l'Allemagne communiste. Et il m'a dit, eh bien, en Allemagne de l'Est, nous avions la même chose. Mais la différence, c'est qu'en Allemagne de l'Est, les gens étaient prévenus avant d'être sanctionnés. Ce qui veut dire que nous n'atteignons même pas le niveau de l'Allemagne de l'Est. Vous voyez, et cela, bien sûr, est extrêmement préoccupant pour beaucoup de gens, pas seulement pour moi. J'ai beaucoup de personnes, vraiment tout le temps, qui m'appellent et me demandent comment elles peuvent aider, et tout cela. Et c'est très gentil d'ailleurs. Je dois remercier tous ceux qui se préoccupent de mon cas et de tout cela. Vraiment, je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont manifesté leur amitié, leur intérêt et leur sollicitude. Et comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, pas même sur LinkedIn, enfin, je veux dire, j'y suis, mais je ne suis pas actif. Donc, certaines personnes pourraient être déçues si elles m'écrivent sur LinkedIn, mais je suis totalement inactif sur les réseaux sociaux. En tout cas, beaucoup de gens ont exprimé leur inquiétude à mon sujet, et encore une fois, je leur en suis très reconnaissant. Le fait est que c'est un peu comme ce que nous avons vu avec Assange. Au bout du compte, c'est une affaire qui nous concerne tous. Et pour cette raison, je pense qu'au-delà de ma situation particulière, c'est quelque chose dont nous devrions être très inquiets. Parce que cela montre, et d'ailleurs vous vous souvenez peut-être qu'il y a seulement quelques semaines, et peut-être en avons-nous parlé dans votre émission, je ne me souviens plus, mais vous vous rappelez que les États-Unis viennent de publier leur stratégie de sécurité nationale, dans laquelle ils disaient que l'Europe dérivait vers la dictature, ou quelque chose de ce genre. Et nous y voilà, nous sommes exactement dans la même situation. En Europe, cette stratégie américaine a été accueillie avec un peu d'ironie. Les Européens disaient, vous savez, c'est Trump et tout ça, donc ils en souriaient un peu, pensant que c'était une exagération. Et maintenant, juste quelques jours plus tard, vous avez la démonstration exacte de cela. Un cas où quelqu'un peut être privé de liberté de mouvement, privé de liberté d'expression, privé de ses avoirs financiers, sans possibilité de se défendre, sans possibilité de présenter son cas devant un tribunal, sans avoir enfreint la moindre loi. Et pourtant, il est sanctionné. On peut se demander, eh bien, l'Europe lutte contre les Palestiniens, la Russie, l'Iran, et ainsi de suite la Chine, parce que l'Europe a des valeurs. Maintenant, vous pouvez décider par vous-même de la nature de ces valeurs. Et vous savez, je l'ai déjà dit, je crois, à plusieurs reprises dans votre émission. Je suis un vétéran de la guerre froide, donc j'ai de l'expérience. J'étais dans le renseignement pendant la guerre froide. À cette époque, il y avait, eh bien, évidemment, elle était froide, mais c'était tout de même une guerre entre l'Est et l'Ouest, entre la société libérale de l'Ouest et le type de société marxiste de l'Est. Nous n'avons jamais interdit aux gens de lire la Pravda. Je veux dire, on pouvait acheter la Pravda dans les kiosques en Suisse, en France, partout, de la littérature et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'à cette époque, personne n'était sanctionné pour cela. Je veux dire,
Nous avions des partis communistes, comme en France, comme dans de nombreux pays. Il y avait de véritables partis communistes. Les gens n'étaient pas privés de liberté simplement parce qu'ils partageaient la même idéologie que les soviétiques. Alors, que s'est-il passé? C'est là la question intéressante, car nous étions en guerre. Mais nous n'avions pas peur des personnes qui ne partageaient pas la même opinion que notre gouvernement. Nous n'avions pas besoin de les punir, nous n'avions pas besoin de les sanctionner, nous n'avions pas besoin de leur retirer leurs biens, leur liberté de mouvement ou quoi que ce soit d'autre. Parce que nous étions convaincus que nous avions le meilleur système. Nous étions convaincus qu'au bout du compte, nous l'emporterions. Nous croyions qu'un système basé sur la liberté d'expression est plus fort qu'un système où la liberté d'expression et tout le reste sont réprimés. Nous étions confiants. C'était une sorte de darwinisme informationnel. Le plus fort l'emporte, non pas à cause de sa force, mais parce qu'il est le plus acceptable, celui qui paraît le plus logique, celui qui semble le plus naturel. Et donc, dans ce cas, on n'a pas peur d'autres types d'informations. Mes meilleurs amis ont été des personnes qui avaient des opinions complètement différentes des miennes, et je n'avais pas besoin de les considérer comme des ennemis, parce que j'ai confiance en mes idées, en mes arguments et tout cela. Je n'ai donc pas besoin de traiter cette personne comme un ennemi. Nous pouvons même probablement tirer parti de certaines idées, suggestions ou opinions qu'il a ou qu'il avait. Et c'est tout. J'ai toujours considéré les gens, eh bien sûr, je suis né en Suisse, et dans mon pays, autrefois, c'était comme ça. Apparemment, ce n'est plus le cas. Mais autrefois, nous acceptions les opinions des autres. Mais aujourd'hui, si vous lisez les médias suisses romans, certains journalistes se réjouissent que je sois sanctionné, parce que je fais la promotion, donc je mérite une sanction. Et ces journalistes sont censés être favorables à la liberté d'expression. On peut se poser des questions à ce sujet, et cela s'applique à la plupart des journalistes des médias suisses romans. C'est très étrange. Je trouve cela intéressant, car cela montre une sorte d'évolution de la situation actuelle que nous connaissons en Europe aujourd'hui. C'est parce que nous avons tendance à avoir des dirigeants qui prennent de mauvaises décisions, probablement parce qu'ils manquent de confiance en eux en raison de leur faible capacité à évaluer les situations et à décider. Ils fondent leurs choix sur des tweets plutôt que sur une analyse approfondie, une réflexion à long terme et des considérations de ce genre. C'est donc toujours du court terme. Et cela explique pourquoi certains de ces présidents, Macron ou d'autres, changent constamment d'avis. Ils prennent une décision. Aujourd'hui c'est A et demain c'est B sur le même sujet, ce qui montre que leur processus de décision n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas une véritable prise de décision. Ils se contentent d'exprimer une opinion, l'opinion qu'ils ont à ce moment-là. Mais ce n'est pas le résultat d'un complot. Comme je l'ai dit, c'est le résultat d'une étude approfondie du dossier. Par conséquent, bien sûr, ces personnes sont en insécurité. C'est la raison pour laquelle elles ne font pas vraiment confiance à leurs propres décisions. Et c'est pourquoi elles doivent les protéger. Et c'est probablement exactement ce que nous avions à la fin de la guerre froide. Je veux dire, pas seulement à la fin, mais aussi pendant la guerre froide en Union soviétique. Parce qu'elles savaient que le système était fragile. Un système fondé uniquement sur la coercition ne peut pas durer longtemps. Il faut donc un système qui empêche toute déformation, toute perturbation, toute dissidence en son sein. Et c'est pourquoi il fallait avoir le contrôle de la parole, des médias, de tout cela.